Bienvenue à cette matinée consacrée aux infrastructures pour les sites sensibles. Je m'appelle Thierry Béret, je m'occupe du BICSI pour la France. Ce webinaire va durer de 9h30, donc un petit peu plus maintenant, de 9h30 jusqu'à 12h40. On va aborder plusieurs thématiques ce matin qui sont l'utilisation de la fibre optique pour protéger les sites sensibles qui peuvent être multiples. Ça va du data center au centre de production, à des centres de recherche, etc., universitaires, les centrales nucléaires, etc. Ce matin, on va recevoir en fait plusieurs sponsors que je vais présenter après. Le BICSI, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est Building Industry Consulting Service International. C'est une association à but non lucratif dont l'objectif est de former et de certifier les gens qui interviennent dans le secteur de l'information et de la communication, les TIC. L'objectif, c'est de faire progresser la profession, c'est-à-dire de partager les innovations, partager les nouvelles normes et fournir un service d'information auprès de tous les professionnels qui sont dans ce métier. Ce matin, nous allons avoir des experts qui vont présenter différentes solutions techniques. L'objectif du BICSI est de partager en fait les innovations sous un format technique. Voilà. Si vous avez des sujets sur lesquels vous voudriez que des entreprises interviennent, des spécialistes de certains métiers, bien sûr qui sont dans le métier des télécommunications et des câblages informatiques, etc., sur le monde des réseaux en général. Alors un grand merci bien sûr à nos sponsors sans lesquels les webinaires BICSI ne pourraient pas exister. Donc ce matin, nous accueillons la société K-Labs, qui va présenter une solution pour optimiser en fait les fibres optiques existantes, la société Corning, la société Syntacor, Viavi Solutions et nos partenaires habituels, en fait, Infranum et Passive Optical LAN. Je remercie aussi bien sûr Nadia Babali de l'agence Bubble Blue Agency qui est notre chef d'orchestre pour cette matinée. Les intervenants de ce matin, Julia Perrodin, donc déléguée aux affaires réglementaires et infrastructures numériques, donc pour Infranum. Ouria Bouakaz qui va présenter les solutions Corning. Daniele Constantini qui va présenter les solutions Viavi Solutions, justement pour l'utilisation des fibres optiques en tant que capteur. Jean-Philippe Gauthier pour K-Labs, Loïc Delors pour Syntacor et Jean-Pierre Gauthier pour Apolan, European Committee Member, qui va nous parler en fait des solutions Passive Optical LAN. Voilà, je vous remercie. Le programme de ce matin, donc on va commencer par une petite introduction du BICSI, les télécoms, les infrastructures essentielles pour les sites sensibles, quelles infrastructures pour les sites industriels sensibles, la fibre optique comme capteur, ensuite booster les débits des réseaux sécurisés sans remplacer l'infrastructure de câblage, donc ça c'est la présentation qui sera faite par K-Labs. Ensuite, rendre visible l'invisible, c'est l'innovation qui est proposée par Syntacor qui rend les lasers qui sont dans l'infrarouge visibles. Vous aurez toutes les explications. Et optez maintenant pour une infrastructure passive avec la technologie OLAN, Optical LAN, qui sera présentée par monsieur Jean-Pierre Gauthier. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente matinée. Merci beaucoup. Déjà, juste deux mots pour dire que Hervé Rasclar regrette de ne pas pouvoir être présent. C'est lui qui était prévu pour l'intervention au départ. Je suis Julia Perrodin, déléguée aux affaires réglementaires et infrastructures numériques chez Infranum, une fédération qui regroupe les acteurs de la filière numérique pour les accompagner dans leurs activités face aux enjeux du plan France Très Haut Débit et plus largement aux ambitions pour des territoires connectés et durables. Une partie du travail d'Infranum est orientée sur le positionnement des infrastructures fibres comme infrastructure essentielle, justement, et sur la pérennité et la résilience des réseaux. Dans un premier temps, je vais expliquer pourquoi on parle d'infrastructure essentielle, avant de présenter ce que cela implique en termes de résilience et de sécurisation, d'après les études et les travaux qui sont menés au sein de la fédération. Donc, oui, merci. Donc, la notion d'essentiel pour les infrastructures télécom, sans être nouvelle, s'est renforcée forcément avec la crise sanitaire, dans la mesure où elles permettent d'une part la desserte d'opérateurs d'importance vitale, d'OIV,
la desserte et la numérisation des entreprises qui assurent la compétitivité du pays et bien sûr la communication et le social. Et le caractère essentiel des infrastructures ne va faire que se renforcer avec la transformation numérique des territoires qui se poursuit. Notamment, on peut citer avec le déploiement de la 5G, l'essor de l'IoT, la dématérialisation de certains services publics ou le développement d'usages encore émergents comme par exemple la télémédecine. Face à des infrastructures essentielles, on pense assez rapidement à la nécessité d'avoir des infrastructures résilientes. C'est pourquoi la pérennité et la résilience de ces infrastructures est un sujet primordial et qui représente un véritable enjeu aujourd'hui, notamment face à des risques qui étaient jusqu'alors mal évalués et des infrastructures vulnérables, donc face aux aléas climatiques, mais pas seulement, on peut citer le vandalisme ou les cyberattaques. Et pour faire face du coup à ces menaces qui augmentent, notamment avec le réchauffement climatique qui va exacerber du coup ces aléas et le contexte international, la sécurité des infrastructures et des réseaux est en cours de renforcement, que ce soit d'un point de vue physique ou cyber. Du coup, je vais vous parler un peu des différents aspects. Côté cybersécurité, la stratégie européenne de cybersécurité est en cours de renforcement, un renforcement qui est assez important. La directive NIS 2, dont vous avez dû entendre parler, est une directive qui vise à assurer la sécurité des systèmes d'information et qui durcit les obligations de sécurité qui étaient prévues par l'ancienne directive du coup NIS 1 et qui étend largement ces obligations à un nombre très important d'entreprises. Donc on passe de quelques centaines d'entreprises en fait concernées par NIS 1 à des dizaines de milliers d'entreprises, sans compter tout l'aspect sous-traitance en fait qui devra suivre en fait. Peut-être pas directement concernées, mais qui devra répondre aux exigences des entreprises pour lesquelles elles travailleront. Il y a également le Cyber Resilience Act qui introduit des obligations de sécurité pour les objets connectés, donc qui vient compléter cet aspect cybersécurité. Un autre axe important qu'on cible côté infranum, c'est l'amélioration du processus de gestion de crise avec l'identification de l'opérateur d'infrastructure fibre dans les processus de gestion de crise. En fait, avant, avec le cuivre, c'était Orange, donc la question ne se posait pas. Et on peut voir qu'aujourd'hui, l'identification ne se fait pas systématiquement par les préfectures notamment. Donc on essaye de repositionner, de correctement positionner les opérateurs d'infrastructures fibres dans les processus de gestion de crise pour qu'il puisse y avoir une réactivité qui suit. Et enfin, on peut parler de la sécurisation physique des éléments de réseau. Côté infranum, on a mené avec la Banque des Territoires l'année dernière et celle d'avant également, donc en continuité, plusieurs études sur la résilience, dont du coup la dernière qui date d'il y a à peine un an, dans laquelle nous avons également inclus les conclusions d'un groupe de travail qui est dédié au sujet en pérennité des réseaux. Dans le cadre de ce travail, nous avons pu identifier un panel de solutions de sécurisation des infrastructures, dont l'enfouissement, mais pas seulement. Nous avons travaillé avec plusieurs scénarios d'enfouissement justement et en complément donc plein de solutions de sécurisation autres que l'enfouissement. Donc ça peut être la position des éléments de réseau, des NRO, des PM, la sécurisation des accès physiques aux différentes infrastructures, l'utilisation d'objets connectés pour par exemple détecter au niveau par exemple d'un poteau s'il est penché ou pas et pouvoir être très réactif. Et donc ces différents scénarios nous ont permis de dégager
des estimations d'investissement nécessaires dans la sécurité des réseaux pour rendre les infrastructures plus résilientes. Donc, on a évalué, donc c'est une fourchette qui est très large, hein, évidemment, quand je le mets comme ça, entre 7 et 17 milliards d'investissements nécessaires pour sécuriser, du coup, correctement les réseaux. La fourchette est importante parce que, comme je vous le disais, on a envisagé des différents scénarios avec, enfin, notamment d'enfouissement, donc d'un enfouissement des infrastructures les plus sensibles à un enfouissement beaucoup plus généralisé. Donc je vous invite, voilà, j'ai pas beaucoup de temps pour vous présenter du coup plus en détail ces résultats d'études, mais je vous invite à aller voir du coup les différentes conclusions des études. J'imagine que la présentation sera partagée et j'ai inclus les liens dedans. Donc voilà, sinon je les recommuniquerai. Merci Julia. Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Donc, je suis Ouria Bouakaz. Je fais partie de l'équipe Market Development chez Corning Optical Communications. Donc, Corning développe et fabrique des solutions de fibre optique, de câblage et de connectivité pour les réseaux de communication. Et dans cette présentation, je vais vous parler de la détection par fibre optique distribuée. Nous verrons ensemble de manière générale comment marche cette technologie, puis nous passerons en revue quelques exemples d'applications et enfin, on va voir quelques exemples de câbles qui sont utilisés pour justement faire de la détection par fibre optique. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais déjà parler un petit peu de deux types de détection qui existent aujourd'hui. Donc, vous voyez en haut de la slide, il y a détection, ce qu'on appelle la détection discrète, et en bas, la détection distribuée, qui est le sujet de cette présentation. Donc, la différence, c'est que la détection, ce qu'on appelle la détection discrète, c'est une méthode de surveillance où vous allez avoir vous allez installer plusieurs capteurs le long de la fibre optique et ces capteurs vont être installés à des endroits prédéterminés qui seront généralement choisis de manière stratégique parce que on veut capter certains signaux ou certains événements à des endroits précis, stratégiques, importants. Donc, c'est un système, encore une fois, qui est assez précis parce qu'on sait exactement où se place le capteur, mais on va avoir un retour qu'à l'endroit précis où le capteur a été installé. Et après, vous allez avoir un nombre limité de capteurs le long de la fibre. De l'autre côté, vous avez donc ce qu'on appelle la détection distribuée. C'est-à-dire que là, vous n'avez plus de capteur. Donc, c'est là ce que vous voyez appelé sensor. Donc, le capteur disparaît et c'est la fibre optique elle-même qui devient le capteur. Donc, on passe d'un élément actif vers l'élément passif, donc la fibre, qui devient elle-même capteur. Et donc, je vais expliquer un peu plus tard que, en fait, il y a un signal lumineux qui est envoyé le long de la fibre et c'est un petit retour c'est une petite fraction de cette lumière qui va donner, entre guillemets, «l'information» au logiciel pour comprendre tous les événements qui se passent le long de cette fibre optique. Donc là, comme vous voyez, comme il n'y a pas de capteur, on a un retour tout le long. On a des milliers de points où il y a un retour de données. Et donc, ça devient un système qui est très efficace pour la surveillance à grande échelle et de manière continue. Donc, un petit peu plus en détail, qu'est-ce que la technologie de détection par fibre optique distribuée? Donc, comme je vous le disais, c'est un principe, c'est un système qui repose sur le principe de la rétrodiffusion de la lumière. C'est-à-dire que vous avez donc votre fibre optique qui est installée, il y a une impulsion lumineuse qui est envoyée le long de la fibre et à cause de l'indice de réfraction de la fibre, donc il y a du vert, il y a une toute petite partie de ce signal qui va retourner
Et ce signal, en fait, qui est rétrodiffusé, va être analysé avec des logiciels, des algorithmes très, très avancés, et qui va justement interpréter ces variations et qui va nous donner des informations sur plein d'événements qui sont, qui se passent autour ou à côté de ce câble où il y a la fibre. Donc ça va donner des informations sur, les vibrations, la température, la pression, la tension, les déformations et plein d'autres informations. Généralement, dans l'industrie, on va utiliser des fibres monomodes standards, enfin des fibres standards qui suivent les standards ITU, donc des fibres G652, G654 ou G655. Donc, vous imaginez qu'avec un tel système, il y a énormément d'avantages qu'on peut voir, surtout en comparaison avec la détection discrète. Donc là, vous allez avoir un système de câblage où vous allez avoir besoin d'un élément pour, vous allez avoir un seul endroit pour analyser et avoir tout ce retour le long de la fibre optique. Encore une fois, cette fibre peut aller de 1 kilomètre à quelques centaines de kilomètres. Donc voilà, vous imaginez que sur 100 kilomètres, le nombre d'informations qu'on peut recevoir 24 heures sur 24. Donc ça, c'est le deuxième élément, c'est que c'est une surveillance continue 24 heures sur 24. Aussi, le fait que la fibre elle-même devient elle-même le capteur, vous avez des milliers de points qui deviennent tous des endroits potentiels pour collecter cette information. Et en fait, le potentiel, c'est que on arrive à un potentiel de localisation qui est de l'ordre du mètre. Aussi, pareil, pour le capteur passif, il n'y a que le capteur passif. Il n'y a plus besoin d'alimentation active ou de capteur actif le long du câble, ce qui facilite le déploiement. Il y a un élément de coût aussi sur ce plan-là. Vous avez donc une surveillance de, comme je disais, température, tension, vibration et beaucoup d'autres paramètres. Et enfin, c'est une technologie qui est évolutive. Comme il n'y a pas de capteurs, il n'y a pas besoin de remplacer ces capteurs et il y a aussi moyen de faire évoluer le réseau de manière plus simple. Donc de là, on va voir qu'il y a 3 types de détection distribuée par fibre optique. Il y en a donc, c'est les 3 que vous voyez à l'écran. Vous avez ce qu'on appelle le DTS. Donc ça, c'est des acronymes en anglais. C'est du Distributed Temperature Sensing. Donc c'est des là où il y a on va capter l'information sur les variations de température. Vous avez donc le deuxième type de détection distribuée qu'on appelle DSS ou Distributed Strain Sensing. Et donc là, c'est axé sur la surveillance des déformations le long de la fibre optique. Et le troisième type, c'est le DAS qu'on appelle, donc Distributed Acoustic Sensing. Et là, on se concentre sur les détections des vibrations le long de la fibre optique. Donc cette slide-là, je vais la passer un peu plus rapidement. Parce que là, on rentre un petit peu dans le détail technique, mais pour moi, en fait, je voulais juste dire, il y a 3 phénomènes, en fait, qu'on voit assez souvent. Je pense que c'est des mots qui vont peut-être revenir dans les autres présentations et en général quand on parle de cette technologie. C'est la réfraction, Raman pour, le DTS, la rétrodiffusion Brillouin pour le DSS et la rétrodiffusion de Rayleigh pour le DAS. Et là, en fait, encore une fois, c'est un peu plus technique, mais là, en fait, c'est le mécanisme où on va mesurer des variations, par exemple pour le DTS, pour le calcul, pour la mesure de la variation de la température, on va, donc les logiciels vont détecter des changements de vibration de certaines molécules dans la fibre
et c'est grâce à des logiciels et des algorithmes très, très poussés qui vont mesurer cette variation et ils vont pouvoir interpréter et donner des explications pour dire, voilà, il y a un tracteur, par exemple, non, là, par exemple, pour la température, que la température a augmenté de tel ou tel degré. Et c'est exactement le même phénomène, bien sûr, avec d'autres phénomènes physiques différents qu'on va mesurer les différences de tension et les différences acoustiques. Alors, là, on va voir, les différentes applications. On va rentrer un petit peu plus dans le détail de ces différents types de détection. Donc pour le DTS, comme je le disais, là, on va analyser le profil, de température le long de la fibre optique et généralement, c'est le câble qui peut être installé le long d'actifs linéaires, c'est quelque chose de long, par exemple un pipeline, mais il peut être aussi placé à côté d'objets qui sont à 2 ou 3 dimensions et là, comme on parle de température, souvent, on va utiliser le système DTS pour détecter des incendies dans les tunnels, pour la surveillance de câblage électrique. On va l'utiliser dans la surveillance d'équipements industriels ou aussi pour détecter des fuites dans les pipelines, mais aussi pour gérer en fait les réservoirs de stockage. Donc, des fois, on parle de sécurité, mais ça peut aussi permettre de gérer certains sites industriels de manière plus efficace. Pour le DSS, on va avoir, donc donc le câble ici, de préférence, il va être, installé à côté d'éléments qui sont, linéaires. Là, on parle souvent de la surveillance des pipelines. On peut le fixer à côté du pipeline pour mesurer, les mouvements du sol ou, de potentielles déformations. On va aussi parler ici de câbles sous-marins et offshore pour voir s'il y a des flexions, s'il y a des changements anormaux. Et on va aussi parler de contrôle de la stabilité des ponts et des travaux d'excavation, bien sûr, pour voir s'il y a pareil des tensions qui sont anormales ou qu'il faut surveiller de près. Et le DAS, c'est le 3e type. On va, l'utiliser aussi souvent sur des actifs linéaires et là, on va voir plus cette technologie le long des routes, le long des pipelines ou, par exemple pour, surveiller des frontières ou des clôtures. Là, on peut imaginer aussi des sites industriels parce que là, on va pouvoir détecter un peu plus les mouvements le long de ces infrastructures. Le DAS aussi permet, par exemple, grâce justement à ces variations acoustiques, de détecter s'il y a des fuites ou des ruptures. De là, je vais passer, aux différentes applications de détection par fibre optique distribuée. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, avoir un tel système, il y a une multitude d'applications auxquelles on peut penser. Il y en a, qui sont un peu plus, traditionnelles, je dirais. Par exemple, pour tout ce qui est, sites pétroliers et gaz, je pense que cette technologie, est utilisée, depuis, je pense une vingtaine d'années, mais avec, l'évolution de plein de technologies et de nouvelles applications qui apparaissent. Là, je montre quelques exemples seulement, mais il y en a énormément d'autres et je pense d'autres qui vont venir, un peu plus tard, dans les années à venir. Donc là, vous voyez par exemple, des applications le long des pipelines, comme je disais, pour, monitorer la condition des pipelines, mais aussi, la température. Vous avez, la 3e application qu'on appelle, third party intrusion où c'est plus, heu, c'est l'application où on va essayer de détecter des intrusions, et on va permettre la sécurisation de certains périmètres sensibles. Vous avez aussi tout ce qui est, géotechnique. Donc là, on va bien sûr, je pense que comme le nom l'indique, là on parle de la prévention et détection, avant l'heure de tremblements de terre, de glissements de terrain et de tout plein de phénomènes, géotechniques.
Le monitoring aussi peut se faire le long des transports. Là, on voit un train, ça peut être le long des trains, le long, des autoroutes et là, ça peut être et pour la sécurité, mais aussi pour une meilleure gestion de ces transports. Pour tout ce qui est, sites, pétroliers, de pétrole et de gaz, on va faire le monitoring des puits. On peut avoir une surveillance, à temps réel de la production et des conditions, par exemple des réservoirs et ça aussi, ça peut être utilisé pour une meilleure utilisation en fait des infrastructures et une efficacité opérationnelle. Vous avez aussi, le monitoring des sites industriels. Bien sûr, il y a beaucoup de sites industriels avec des données très sensibles où, voilà, il faut une sécurité accrue. Vous avez aussi, le monitoring, heu, pour surveiller la santé de certaines structures, par exemple, les barrages, hem, pour voir si, tout se passe bien ou s'il y a des mouvements ou, des variations qui sont anormales qu'on peut prévenir à l'avance. Mais aussi, on peut aussi faire du monitoring des câbles, des câbles électriques, heu et souvent ça se fait, sur de très longues distances. Donc là, le tableau, moi je le trouve bien parce qu'en fait, il met ensemble, face à face, les 3 types de détection et les différentes applications. Encore pas toutes, mais les principales et comme vous le voyez, je vais pas passer en revue, toutes les applications une par une, mais vous voyez qu'en fait, qu'on peut utiliser, les 3 types ou 2 types de détection pour hem, se focaliser sur certains phénomènes, plutôt que d'autres et on peut même les utiliser, en même temps si on veut avoir une vue plus globale, de l'environnement qu'on veut monitorer. Donc là, par exemple, je vais prendre, le suivi, des transports. Vous voyez qu'avec la technologie DAS, on peut faire, le suivi des trains, mais on peut le faire aussi avec, la technologie, DSS. Bien sûr, tout cela doit être calibré au niveau des actifs et au niveau des logiciels, hem, mais on peut détecter plusieurs éléments avec les 3 types de, technologies qui sont, disponibles. Donc là, je vais passer, en revue certains exemples en donnant quelques petits détails sur les différentes applications. Donc, là, on voit, la détection à fibre optique, dans le secteur du pétrole et du gaz. Là, bien sûr, on peut penser à des exemples pour, détecter des fuites externes. Vous imaginez des fuites, dans un site, où il y a du gaz ou du pétrole, ça peut être extrêmement dangereux. Donc là, on va utiliser la température et le son pour détecter ces variations. On peut aussi détecter des intrusions. C'est des sites qui sont très sensibles, donc on va aussi utiliser la tension et le son pour voir s'il y a des machines qui sont trop proches de certains pipelines, par exemple, ou s'il y a des bruits qui sont pas normaux pour pouvoir intervenir, en temps et en heure. On va aussi pouvoir détecter les mouvements du sol, grâce à la tension, mais aussi, la détection, d'intrusions, heu justement pour améliorer la sécurisation, du droit de passage. Le long des pipelines, on va bien sûr, va pouvoir détecter, de potentielles fuites. Là, on parle aussi même, des pipelines ou p par exemple, qui vont au-delà du gaz et du pétrole. On va pouvoir détecter des excavations qui peuvent heurter, les pipelines et on va utiliser, tout plein d'éléments des 3 types de technologies qu'on a vues avant pour, pouvoir détecter ces variations et grâce justement à cette technologie, on va avoir une très haute résolution spatiale. C'est que, on va vraiment pouvoir, mettre le doigt et savoir exactement, hein, tout le long de la fibre, où se trouve exactement l'intrusion ou la faille qu'on veut, localiser. Donc c'est quelque chose qui est très précis.
Là, c'est l'exemple pour, la sécurisation de certains périmètres et on peut imaginer tout plein de périmètres. On parlait avant des centres de données, c'est des endroits, très sensibles, il y a des données à protéger, mais on peut même penser, à la détection de température, s'il y a des températures qui sont anormales pour gérer, justement le flux, par exemple, pour, baisser les températures dans les centres de données. On peut penser à des applications dans les aéroports. Pareil, c'est des zones, très sensibles et là, on va pareil, détecter le son et la tension. Hem et on peut aussi imaginer et on sait enfin cela se fait, à un niveau un peu plus, je dirais, national. On parle par exemple des fois de la surveillance du sol et du souterrain, des fois entre pays ou, dans des zones un peu sensibles. Là, on a 2 exemples, on parlait des souterrains, il y avait un article sur, les souterrains, en dessous des prisons où, des prisonniers, heu, arrivent à construire leur propre tunnel et donc bon, il y a des prisons qui sont à très haute sécurité où ce genre de système peut être utilisé, ou des fois, encore une fois, il y a des frontières, un peu dans le monde qui sont, à haute tension où ce genre de système peut être utilisé. Une autre application, qui je pense commence à prendre un peu plus de popularité, c'est les applications, ferroviaires où le câble va être placé à quelques mètres, par exemple, des rails et là, on va pouvoir, voir et mesurer, des différences de tension pour voir s'il y a un rail qui est brisé. Mais, là, on parle beaucoup de sécurité, mais encore une fois, ça permet aussi de mesurer et de, par exemple, calculer la distance du train. Ça peut améliorer les données et une meilleure gestion des trains, des métros, même sur les autoroutes, ça pourrait, et ça le fait déjà, améliorer le flux, des voitures et éviter le congestionnement, des autoroutes, par exemple. Là, c'est un exemple, aux États-Unis où, le système a été installé et donc ils peuvent, estimer, de manière un peu plus précise, l'heure, à laquelle le train va arriver et gérer justement tout le flux de voyageurs le long des rails. Vous avez aussi, la surveillance de la santé des structures, avec des fibres optiques. Là, pareil, on peut imaginer, par exemple, des barrages, c'est toujours le même système où, vous allez pouvoir avoir une surveillance 24 heures sur 24, de tout ce qui est vibration, changement de température, pour, pouvoir prévenir, certains incidents. Là, c'est l'exemple avec, les phénomènes géotechniques. Hem, donc là, c'est un exemple malheureusement, c'est une petite vidéo, mais vous allez pas voir, mais là, on a pu voir, donc le logiciel a pu voir des variations, hem, qui, montrent en fait l'arrivée d'un tremblement de terre et on sait que, par exemple, quand on parle de tremblement de terre ou de tsunami ou, de glissement de terrain, c'est une question de secondes et qui peuvent faire toute une différence pour, sauver des milliers de personnes. Et donc là, par exemple, on verra plus tard que on peut même utiliser des fibres, noires qui sont existantes déjà, dans des câbles qui sont préexistants et on va utiliser des fibres noires et dédier une fibre que pour la surveillance, de ce genre de phénomène. Donc voilà, d'autres exemples, par exemple pour la détection de chutes de pierres ou, de glissements de terrain ou de mouvements de sol, en général. Le dernier exemple que j'ai, donc c'est les éoliennes en mer. Là pareil, c'est toutes des structures, qui sont, installées en mer
ou qui vont permettre de transmettre donc l'électricité, de l'énergie. Donc il faut bien sûr des câbles qui peuvent, être installés dans ce genre d'environnement et là, on va capter, tout plein d'informations sur les températures, sur la tension et dans certains cas, on peut même, connecter ces informations, par exemple, pour, les navires. Donc les navires qui sont environnement peuvent avoir une, interprétation de ces données qui ont été collectées le long des fibres optiques, justement pour améliorer, et pour, sécuriser, le flux, le long des éoliens. Donc là, je n'ai mentionné que quelques exemples. Il y a énormément d'autres applications, dans lesquelles on peut utiliser, la fibre optique pour faire ce genre de détection. On peut utiliser ça dans plusieurs industries, dans l'agriculture. Là, par exemple, le sujet, des avec la 5G et même la 6G qui deviennent un hot topic, on parle, souvent des villes intelligentes, les smart cities. Donc on peut imaginer, ce genre de détection et de fibres optiques qui vont être dédiées justement pour complètement sécuriser et fluidifier, tout toute l'activité qui peut arriver dans ce genre de ville intelligente. Et donc pour clôturer, ma présentation, donc, je vais parler des câbles qui peuvent être utilisés. Là, il n'y a que quelques exemples de certains câbles qui peuvent être utilisés, mais là, par exemple, vous voyez, c'est 4 câbles qui sont, différents. Donc vous voyez un 1er câble qui est, câble, armé, avec, jusqu'à 144 fibres. Vous voyez le deuxième câble ici, à structure libre, qui est rempli de gel. Vous voyez un troisième câble qui est, assez petit pour, rentrer dans des conduites, ou un quatrième câble ici, qui peut être même utilisé en aérien ou en souterrain. Donc il y a énormément de câbles qui sont, disponibles pour, être utilisés dans la détection à fibre optique distribuée. Comme je le disais avant, les fibres, qui sont utilisées, c'est les fibres, ça peut être les fibres standards ITU. Encore une fois, il faut imaginer que, vous avez par exemple un câble à 144 fibres, on peut utiliser le même câble pour plusieurs applications. Donc il peut être utilisé pour le télécom, pour, le transfert de data, pour, de la vidéosurveillance et vous allez avoir une fibre qui va être dédiée pour, la détection distribuée. Donc c'est pas c'est un ça peut être un câble déjà, qui est déjà utilisé pour d'autres applications et généralement, dans l'industrie, on va utiliser des câbles, avec, gel parce que le gel va permettre, de mieux capter, les différentes variations, que par exemple les câbles qui sont, secs sans gel. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Restez connectés avec nous, avec Corning Optical, Communications à travers les réseaux sociaux et bien sûr, vous pouvez nous contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit, en termes de fibre optique ou de câbles. Merci. Bonjour, je m'appelle Daniel Costantini et je suis chef de produit chez Viavi Solutions pour l'instrumentation de mesures sous fibre optique et en particulier pour les applications comme capteur. Donc en fait, je voulais aussi remercier effectivement Dixie pour l'invitation et ma collègue Uria de Corning pour la bonne introduction en fait aux différentes technologies qu'en principe je vais aussi, comment dire, traiter dans ma présentation. Euh, donc, euh, on sait que, disons, aujourd'hui comme aujourd'hui, la fibre optique, elle est un peu partout, surtout pour, comment dire, transmettre des informations, des données, des vidéos. On a une prolifération, effectivement, de réseaux du type FTTH. Donc, on a souvent la fibre optique qui vient maintenant jusqu'à la maison. Et donc, comme je disais, utilisé surtout pour la transmission des données.
Mais effectivement, de plus en plus, on essaie de, comment dire, utiliser cette infrastructure dédiée aux télécoms ou pas, pour ajouter effectivement de paramètres, en fait, utiliser cette fibre pour détecter d'autres paramètres, comme ma collègue a présenté, donc la déformation mécanique, qu'en anglais s'appelle strain, la température le long de cette fibre, et donc aussi des phénomènes vibratoires ou acoustiques. Et puis, c'est clair que c'est bien de faire des mesures, de récolter des données, mais après, c'est très important ce qu'on fait avec. Donc, tout ce qui est analytique, processing, comment dire, élaboration des données pour donner de l'information qui est utile, c'est aussi une partie intégrante en fait de cet écosystème où la fibre maintenant devient, comment dire, un moyen pas seulement pour la transmission de données, mais aussi pour récolter de l'information concernant l'environnement et pour protéger en fait éventuellement des infrastructures. Donc voilà, ça c'est dans cette slide, je présente un peu le concept un peu général. Donc on a une fibre optique qui est déployée et donc normalement on branche en fait un instrument de monitorage généralement à une extrémité de la fibre. Donc cette unité d'interrogation envoie effectivement des impulsions optiques et donc généralement pour les applications télécom, on parle toujours de réflectométrie et puis de OTDR pour faire des mesures de perte ou bien de réflexion ou pour détecter effectivement un problème sur la ligne optique. Mais comme l'a présenté Ouria, on peut utiliser le même câble, la même fibre, le même link pour donc détecter et localiser d'autres phénomènes. Donc on voit ici sur la figure effectivement le phénomène de pelleteuse qui peut, comment dire, arracher le câble, ou bien d'autres phénomènes comme des arbres qui peuvent tomber sur une ligne aérienne. Donc en fait, l'impulsion elle arrive et puis on analyse ce qui revient en retour, et puis cette information elle est transmise de façon automatique en fait aux techniciens sur le terrain ou dans un centre de contrôle. Donc voilà. Les technologies utilisées donc, sont basées sur le concept de réflectométrie, où on envoie de la lumière sous forme d'impulsion. Et donc, cette lumière se propage dans la fibre. Et il y a effectivement une petite partie qui est réfléchie, donc on dit rétrodiffusée. Et maintenant, je me répète un peu, mais c'est un peu complémentaire. Donc, on a un premier phénomène de rétrodiffusion qu'on appelle Rayleigh. Et c'est celui-ci qui est, comme on dit, lié aux instruments de mesure qui peuvent analyser les pertes ou le phénomène de réflexion ou de cassure en fait, sur la fibre. Mais c'est aussi le même phénomène qui est exploité pour la mesure distribuée de type acoustique, donc pour la détection et la localisation effectivement des phénomènes vibratoires. En anglais, au nouveau, on parle de DAS, donc de Distributed Acoustic Sensing. Mais Rayleigh, la rétrodiffusion Rayleigh, c'est pas le seul phénomène qui apparaît quand on a une interaction entre la lumière envoyée le long du cœur de la fibre et le verre. Il y a aussi d'autres phénomènes, donc le phénomène Raman, on appelle la rétrodiffusion Raman. Et ça, c'est le phénomène qui est exploité pour faire des mesures des températures distribuées. Et enfin, un troisième physicien qui a donné nom à encore un autre phénomène de rétrodiffusion qui s'appelle bruit loin, ou qui est appelé effectivement dans la littérature comme bruit loin. Et puis, ce phénomène est exploité pour faire des mesures de température ou de déformation, ou les deux en même temps. Donc en fait, on retrouve les acronymes que ma collègue a
représentés, donc DAS pour Distributed Acoustic Sensing, DTS pour Distributed Temperature Sensing, et des fois on a effectivement cette troisième acronyme DTSS qui en fait c'est cette comment dire association où l'instrument ou la technologie peut comment dire mesurer les deux en même temps ou l'un après l'autre. Alors, dans ma présentation, je vais me concentrer sur ces trois technologies. Et on commence avec la première, donc au nouveau Distributed Acoustic Sensing DAS. Et en haut, sur la gauche, on a en fait le schéma classique d'un réflectomètre où on retrouve en fait une source de lumière qui envoie effectivement des impulsions qui se propagent le long de la fibre. Et à travers des composants optiques, on récupère la lumière qui est réfléchie, on l'analyse et pour après retrouver l'information qui nous intéresse. Sur la droite, dans le graphe, on voit effectivement le type de signaux qu'on obtient. Donc, en violet, le signal de rétrodiffusion Rayleigh obtenu par cet équipement ou cette instrumentation sans, comment dire, le phénomène vibratoire acoustique présent. Et du moment, en fait, qu'à un endroit précis, on a effectivement un vibratoire, donc une onde acoustique ou de pression mécanique qui interagit avec la fibre, la radiodiffusion Rayleigh, elle change à cet endroit-là. Et quand on fait la différence, on retrouve effectivement un changement d'intensité lumineuse. Et si maintenant on regarde ça en fonction du temps, donc le graphe, ou la petite vidéo qui est affichée maintenant, vous montre effectivement que du moment qu'on a un phénomène mécanique vibratoire qui interagit en fait avec la fibre de verre, donc avec les câbles optiques dans lesquels la fibre se trouve, effectivement, la rétrodiffusion Rayleigh change en fonction du temps et on peut, comment dire, détecter effectivement un changement d'intensité de lumière et analyser effectivement les fréquences et associer après ce type de changement d'intensité à un event particulier. Donc, la première, comment dire, application principale pour ce type de technologie, donc c'est comme Ouria disait, une mesure distribuée des phénomènes vibratoires le long de la fibre qui peut, comment dire, se développer sur plusieurs dizaines de kilomètres. Et donc ici, dans cette petite vidéo, je vous montre maintenant quelques signaux d'une fibre qui est enterrée, donc à environ 80 cm sous le sol. Les longues, en fait, comme vous voyez ici à gauche, les longues d'une route. Et sur cette route, la vidéo va vous montrer en fait une voiture qui se déplace. Donc, qu'est-ce que le système maintenant permet de faire? Donc, on a un interrogateur ou un instrument DAS qui est connecté à la fibre, enterré sous le sol, en proximité de la route. Et donc, vous voyez, le logiciel a détecté finalement un changement d'intensité qui correspond effectivement à un véhicule qui se déplace. Ici sur la droite, vous avez en fait sur l'axe X la distance et puis sur l'axe Y le temps. Et puis la couleur vous donne effectivement l'intensité du signal reçu par le système. Et vous voyez en fait que d'abord la voiture s'est déplacée vers la droite, et puis maintenant elle revient vers la gauche, et tout d'un coup, hop, l'intensité change. Pourquoi? Parce qu'en fait le conducteur il est descendu de la voiture et il est en train de marcher. Ici, on voit effectivement le signal typique en fait d'une personne qui marche. Et le logiciel, il a détecté ça comme une personne qui marche à côté de la fibre. Et maintenant, il est en train de creuser avec une pelle, donc un signal avec une signature différente que le logiciel va pouvoir, comment dire, récupérer et indiquer qu'il s'agit effectivement d'une personne qui est en train de excaver. Donc, vous pouvez imaginer bien qu'effectivement, ça c'est un exemple le long d'une route.
mais que ce type de technologie peut être déployé pour sécuriser, pour protéger de façon virtuelle. Donc, on parle de barrières virtuelles. Plusieurs types d'infrastructures critiques. Ça peut être des frontières d'un pays, ça peut être une conduite de gaz, pétrole ou d'autres, comment dire, éléments sensibles. Et peut, comment dire, aussi être appliqué pour protéger effectivement des réseaux de télécom ou de transmission d'énergie électrique. Et aujourd'hui, de plus en plus, avec la prolifération effectivement des data centers et de l'interconnexion, disons, globale, aussi de structures critiques, style data center. Ici, un autre exemple de la même technologie, donc DAS, même type d'instrumentation combinée effectivement à une fibre optique qui est maintenant directement intégrée à la fabrication dans un câble de puissance. Ça, par exemple, dans la photo, vous voyez un exemple en fait de câble électrique triphase qui, dans ce cas spécifique, est intégré et qui connecte en fait l'infrastructure. Et donc, la technologie DAS, dans ce cas, va pouvoir, une fois connectée à la fibre qui se trouve dans ce câble, qui est intégrée, donc en fait, on ne sait pas, c'est pas toujours difficile de pouvoir faire de la maintenance ou, comment dire, de savoir où il y a des problèmes. Donc, dans ces cas, en fait, on envoie effectivement une impulsion de lumière et l'instrumentation DAS, dans ce cas, a détecté à cet endroit spécifique le long de la fibre qu'il y a un dommage au niveau de l'isolation électrique des conducteurs. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a une onde de choc acoustique qui apparaît à ce niveau-là, à cette distance, le long du câble, et puis en fonction du temps, on voit qu'elle se propage dans les deux directions, parce que cette onde de choc, elle, se propage dans les deux directions du câble. Et ici à droite, en fait, vous voyez le résultat. Donc, dans cette application, on voit en fait un système DAS qui a détecté et localisé, en fait, avec une précision de quelques mètres, un problème au niveau de l'isolation du conducteur électrique. Et donc, ça a permis en fait à l'équipe de maintenance, en tout cas à l'opérateur, de déterrer en fait le câble seulement sur une distance précise. Donc, on a vu effectivement qu'à cet endroit-là, il y avait un problème. Et ça, c'est dû en fait à une infiltration d'eau le long en fait du câble même. Alors, ça, c'est pour la technologie DAS. C'est des exemples typiques où la technologie est utilisée aujourd'hui. Maintenant, on passe effectivement à l'autre, rétrodiffusion Raman, et comment on peut exploiter ça pour faire des mesures de température. Même concept, on fait des mesures à réflexion, donc en réflectométrie, on envoie une impulsion de lumière dans le cœur de la fibre. Et on a vu que pour la partie DAS, comme pour les OTDR classiques, on exploite la rétrodiffusion Rayleigh, mais il n'y a pas que ça qui revient en arrière. Il y a aussi des lumières qu'on appelle Raman. Et dans ce cas, la rétrodiffusion, si on regarde le spectre optique, est, comme on dit, inélastique. Donc, elle apparaît à une longueur d'onde, en fait, différente par rapport à la longueur d'onde, à la couleur de la lumière qui était envoyée pour exciter, en fait, la rétrodiffusion. Donc, si, en fait, la rétrodiffusion Rayleigh, elle apparaît à la même longueur d'onde du laser utilisé, et la rétrodiffusion Raman, elle apparaît à peu près 100 nanomètres au-dessus et en dessous, en fait, du laser qu'on a utilisé. Et là, au nouveau, on utilise un concept de réflectomètre où on a un laser qui envoie des impulsions le long de la fibre. Et à travers un couplet, on récupère la lumière qui réfléchit. Dans ce cas, on filtre les composants optiques, donc le spectre optique qui correspond en fait à ces pics de Raman qu'on appelle anti-Stokes et Stokes.
Et comme vous voyez ici, j'ai indiqué effectivement que l'intensité de la lumière de cette bande anti-stock change avec la température. Donc, elle augmente avec la température. Donc, on fait des mesures effectivement de comment cette lumière change en fonction de la distance. Et les rapports entre ces deux traces que vous voyez ici à l'écran vous permet après de récupérer l'information sur quelle est la température absolue de façon continue le long de la fibre, avec des résolutions qui sont généralement de 1 mètre au minimum, de quelques mètres, et sur plusieurs dizaines de kilomètres. Comme pour la partie tâche, je vais utiliser quelques minutes pour vous présenter des exemples d'applications. Au nouveau, dans le cadre des câbles pour la transmission électrique, qui sont, comme vous voyez ici, donc équipés déjà à la fabrication avec des fibres optiques pour généralement la transmission des données. Mais ces fibres peuvent être aussi utilisées en même temps avec une technologie Raman, par exemple, pour détecter des points chauds. Donc, il peut y avoir effectivement des défaillances au niveau de l'isolation électrique ou du conducteur qui amène effectivement à des points chauds qui, dans le temps, peuvent amener à un problème majeur. Donc, un monitorage permanent avec un système DTS Raman permet effectivement de localiser, donc d'abord de les détecter, mais en même temps effectivement de localiser. Et quand il s'agit de câbles enterrés ou de câbles aériens, de câbles sous-marins dans des environnements difficiles à maintenir, donc cette technologie qui travaille en remote va pouvoir donner à l'opérateur quel est le problème et où il est, et, de façon comme ça à intervenir de façon préventive et au bon moment et avec un minimum de dépenses pour comment dire, la maintenance. Et il y a aussi deux autres concepts qui sont associés en fait à cette mesure de température Raman dans les câbles de puissance électrique. Un, c'est celui de, en anglais, on l'appelle Real-Time Thermal Rating. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, avec le système Raman, on peut mesurer la température de la fibre qui se trouve généralement à l'extérieur, mais des modèles thermiques permettent de récupérer en fait la température du conducteur. Et c'est ça qui est important après pour l'opérateur. C'est pas la température de la fibre même, mais la température du conducteur. Et donc après faire des simulations pour savoir quel est le courant maximum que je peux envoyer sur un câble sans l'abîmer. Et le troisième point qui peut être utilisé pour des câbles sous-marins et aussi pour des câbles terrestres, c'est que la même mesure de température dans cet concept peut être utilisé pour détecter si un câble, pour par exemple des mouvements de terrain ou d'autres phénomènes, tout d'un coup il se retrouve exposé aux éléments. Voilà, ça c'est un exemple d'une mesure qui a été faite je pense en Australie, par un opérateur télécom dans ce cas. Et puis, vous voyez effectivement ici 3 traces prises avec un système Raman DTS sur un câble optique enterré. Et généralement, quand il est bien enterré, entre jour et nuit, il n'y a pas de grosses différences de température. Vous voyez dans cette section-là, effectivement, entre la journée et la nuit, en fait, on voit vraiment un écart de température. Donc, c'est comme ça que c'est un approche, en fait, pour pouvoir, comment dire, utiliser cette technologie aussi en même temps pour sécuriser, en fait, l'infrastructure. Vous voyez ici donc l'instrumentation, donc on l'appelle un DTS ou un interrogateur DTS. Et c'est effectivement cet réflectomètre qui, disons, son optoélectronique et software permet effectivement d'analyser ces rétrodiffusions Rayleigh et des câbles optiques, donc la fibre, comment dire, packagée dans un internet de câbles. Et ce que vous voyez ici, c'est en fait une image des racks qui, vous voyez, qui se trouvent effectivement dans nos data centers aujourd'hui,
qui sont alimentés, donc pour ce qui concerne la puissance électrique, donc tous les serveurs, disons, les ordinateurs qui se trouvent dans les racks sont alimentés depuis en fait le plafond avec des barres, et ces barres effectivement sont des sections métalliques qui sont interconnectées entre eux. Et dans certains cas, dans les interconnexions, on peut avoir effectivement des points chauds ou effectivement des problèmes de chauffe. Donc, ce qu'on fait, on peut déployer en fait de façon très efficace en fait des câbles fibre optique dédiés, comment dire, le long de ces barres et avec un nombre minimum d'instruments pour pouvoir, comment dire, monitorer une salle entière de serveurs. Donc ça, c'est une application effectivement qui est aujourd'hui adoptée dans les data centers. Donc pas pour la communication de données, mais vraiment pour assurer qu'en fait l'infrastructure l'opère correctement et s'il y a un problème d'agir de façon efficace. Et comme ma collègue disait avant, le même type de solution peut être appliqué effectivement pour monitorer des schémas de câbles, et notamment pour détecter, localiser des départs d'incendie dans des tunnels avec un câble optique au niveau dédié qui est fixé de façon relativement simple au plafond. Et un changement de température dû à un départ de feu détermine effectivement un signal d'alarme qui est localisé à un endroit spécifique. Et donc, un système aujourd'hui utilisé surtout pour des tunnels, des câbles, des chemins de câbles. Et je pense que la prochaine dernière technologie dont on va parler aujourd'hui, c'est donc lié à la rétrodiffusion Rayleigh. Toujours le même concept, on a un réflectomètre qui envoie des impulsions de lumière, mais au lieu d'aller regarder ce qui se passe au niveau de la longueur d'onde Rayleigh, on s'intéresse en fait aux longueurs d'onde liées à la rétrodiffusion bruit loin. Donc ici à droite, vous voyez toujours le spectre optique de la lumière rétrodiffusée. Et on a des méthodes qui dans ce cas en fait sont décrites en fait par le schéma en bas à gauche. Vu que ces bandes bruit loin sont relativement proches en fait de la ligne de rétrodiffusion Rayleigh, on utilise ce qu'on appelle une détection cohérente pour pouvoir analyser de façon spécifique ces bandes bruit loin qui, comme vous voyez dans le texte, sont maintenant sensibles aux deux phénomènes en même temps. Donc, ils vont changer en fonction de la température et ils vont changer en fait en fonction d'une déformation mécanique appliquée à la fibre. Et donc, en analysant les rétrodiffusions Rayleigh et aussi en fait des rétrodiffusions bruit loin en même temps, on a cette possibilité de mesurer en même temps, pas seulement la température, mais la température et les contraintes mécaniques qui peuvent être transmises à la fibre. Voilà un exemple d'application dans le cadre d'une ligne aérienne. Ça, c'est une image d'une ligne qui a été installée dans des environnements relativement extrêmes dans l'Europe de l'Est. Donc vous voyez effectivement qu'en fonction des saisons, on peut avoir des cas de figure où notre infrastructure déportée peut être maltraitée par les éléments. Donc la glace peut s'accumuler par exemple sur un câble de ce type. Le système en question peut monitorer en temps réel et puis détecter un problème. Donc, dans ce cas, c'était un problème mécanique de décharge. Au nouveau, en anglais, on appelle strain. Et donc, c'est une déformation. Et donc, il l'a localisé effectivement à environ 12 km
à partir en fait de l'instrument même. Et la même technologie, comme je disais, vu qu'elle mesure en même temps température et déformation mécanique, permet effectivement d'avoir les deux mesures en même temps. Ici, j'ai mis un exemple d'un câble télécom qui était comment dire, installé pas loin en fait d'autres infrastructures. Donc ça, c'est une conduite d'eau chaude. Et donc, l'instrument permet effectivement de voir qu'il n'y a pas de problème mécanique sur la fibre, mais c'est vraiment effectivement une perte d'eau chaude sur la conduite adjacente qui détermine effectivement cette pic que vous voyez au niveau de la température. Donc, c'est clair qu'une perte d'eau chaude dans un environnement, comment dire, télécom, ça peut être, comment dire, à long terme, comment dire, mauvais. Ça permet effectivement ce type d'intervention. Et je pense que ça, c'est une de mes dernières slides, comme aussi ma collègue l'a présenté, cette technologie Brillouin, donc où on peut mesurer en fait le déplacement, la déformation, les tensions sur la fibre. Donc, permet des applications spécifiques, donc la mesure de glissement de terrain, par exemple ici à gauche, le long d'une conduite de pétrole, où les câbles optiques, vous voyez dans la figure, sont installés à côté et tout est couvert, mais s'il y a des glissements de terrain, en fait, ça permet de détecter combien et donc éviter qu'effectivement ce glissement de terrain puisse, comment dire, avoir un impact sur l'infrastructure même. Ou de façon équivalente, maintenant là, les câbles optiques posés à côté d'une conduite peut détecter ou avec la technologie DTS Raman pour la température ou avec le système DAS pour tout ce qui est acoustique et vibratoire, bah, si la conduite d'eau ou de pétrole ou de gaz a une perte, détecter la perte et c'est très important où est cette perte. Parce qu'une fois que la conduite elle est enterrée, comme vous voyez, c'est très utile pour les opérateurs de savoir où intervenir de façon précise. Et voilà, donc encore une application. Donc dans ce cas, la fibre, c'est pas un câble classique, mais la fibre, elle est, comme vous voyez ici dans cette figure, intégrée directement dans un élément structurel qui est utilisé pour la construction d'un pont. Donc, en mesurant en fait la déformation sur la fibre, on peut récupérer l'information sur la qualité de la structure et donc faire de la maintenance à long terme. Donc ça, c'est mon dernier slide. Donc on a donc aujourd'hui des technologies complémentaires distribuées qui permettent effectivement combiner à monter la visibilité qu'un opérateur a sous des assets, donc des structures critiques. Et voilà, je vous remercie. Et donc, vous avez ici mes coordonnées, les coordonnées de mon organisation. Alors, merci Nadia pour l'invitation et pour me donner l'opportunité donc de vous parler aujourd'hui d'un moyen de booster le débit des réseaux, et notamment les réseaux sécurisés, sans avoir à remplacer l'infrastructure de câblage. Donc, je suis Jean-Philippe Gauthier, je suis responsable de produit à la société K-Labs. Et donc, je vais vous parler de tout ça. Alors, un petit peu de contexte pour commencer. Donc, comme je pense tout le monde sait aujourd'hui, on a une augmentation croissante et je dirais continue des besoins en bande passante dans les réseaux locaux et notamment ce qu'on appelle les réseaux campus, donc qui contiennent différents bâtiments. Alors, il y a un certain nombre d'exemples ici de services gourmands que tout le monde va utiliser, que ce soit les routeurs Wi-Fi avec les nouveaux protocoles qui vont jusqu'à 10 gigas, voire même 20 gigabits par seconde dans certains cas. Tous les réseaux 5G, tout ce qui a smart en fait, smart city, smart health, smart
Smart, ce que vous voulez, Smart Factory. Tout ça, c'est des applications qui vont nécessiter de la bande passante dans les réseaux locaux. Puis quand on parle de réseaux sécurisés, on va notamment parler de plus en plus de vidéosurveillance avec des caméras HD qui sont aussi consommatrices en bande passante. Et donc, aujourd'hui, un certain nombre de réseaux, et du fait de la nature de leur infrastructure, et notamment de fibres multimode dont on va parler aujourd'hui, ont certaines limitations qui ne vont pas permettre de déployer toutes ces applications et ces services gourmands en bande passante. Donc tout ça, ce sont des valeurs qui nous sont données dans les standards I3E, donc vous voyez dans le tableau. Alors, je n'ai pas mis les valeurs en giga, mais on est aussi limité en distance. C'est lié à un phénomène physique que je vais expliquer tout à l'heure. Et il faut savoir qu'il y a à peu près 80% des fibres optiques dans les réseaux LAN, réseaux locaux, qui sont encore de nature multimode. Donc on va le voir après, il y a des solutions pour pouvoir contrer ces limitations. La deuxième info, c'est ce que vous voyez ici dans l'extrait d'une étude de 2010, qui montre que la durée de vie d'une fibre optique, ça reste du verre, hein, contrairement un petit peu à ce que tout le monde pense. La durée de vie d'une fibre n'est pas de 20 ou 25 ans, mais elle peut atteindre plus de 100 ans, à condition évidemment qu'elle ne soit pas abîmée par un coup de pelle, par exemple. On a pu le voir dans la présentation précédente. Mais structurellement, voilà, c'est du verre, du plastique. Si elle est bien installée, s'il n'y a pas de contraintes, la durée de vie d'une fibre optique peut atteindre plus de 100 ans en fonction de leur nature, en tout cas largement plus de 60 ans. Donc, en gardant en tête ces informations, ici, je vais vous parler d'un petit peu ce que tout le monde fait lorsqu'on a des problématiques de bande passante dans un réseau local. On se dit, la fibre multimode est limitée en bande passante, donc on va tout simplement, ce qu'on appelle le rip and replace en anglais, l'enlever et installer une nouvelle fibre. Alors, c'est une solution qui marche très bien, évidemment, mais qui a un certain nombre d'inconvénients, comme vous pouvez le voir ici sur ces slides, à la fois en termes de coût d'installation, selon la complexité, à la fois en termes de temps d'installation, les audits qui sont nécessaires, souvent aussi du génie civil qui va être nécessaire pour pouvoir accéder au fourreau, pouvoir faire des tranchées, tirer, etc. Et toutes ces opérations vont avoir évidemment une empreinte carbone assez élevée, que ce soit le bilan carbone de la fibre elle-même ou son installation. Et quand on parle de sites sensibles ou sites sécurisés, ce sont des opérations qui vont être intrusives, qui vont nécessiter un certain nombre d'habilitations, d'accréditations, et puis avoir des techniciens qui vont se balader un petit peu sur l'ensemble du site sensible. Alors, pour revenir à la limitation de la fibre multimode, on va parler ici de dispersion modale, qui est un phénomène physique qui va expliquer ces limitations. Donc, on va définir déjà ce que c'est qu'un mode de manière très triviale. On peut le définir comme un trajet emprunté par la lumière dans la fibre. Dans une fibre multimode, qui a un diamètre de cœur de 62,5 ou 50 microns, on va avoir plusieurs modes qui voyagent dans la fibre. Et ces modes qui empruntent des trajets différents à l'intérieur de la fibre vont avoir des vitesses de transmission ou de temps de transmission différents en fonction du mode. On peut le comparer à des athlètes qui seraient sur une piste d'athlétisme. Si on a 8 athlètes, 8 coureurs, sprinters qui courent à la même vitesse, on peut voir assez simplement, assez intuitivement que celui qui est au centre de la piste va arriver probablement avant celui qui fait le grand tour. Pour les modes, c'est un petit peu pareil. Et donc, plus la longueur de la fibre, plus la distance de transmission va être élevée, plus ce phénomène qu'on appelle la dispersion modale va être important et va provoquer une distorsion du signal, des erreurs de transmission, voire dans certains cas, pas de synchronisation du tout. Et à l'inverse, une fibre monomode, qui a donc un diamètre de cœur beaucoup plus petit, de 9 microns, comme son nom l'indique, elle n'autorise, de par sa géométrie, qu'un seul mode. Et donc, si on n'a qu'un seul mode, toute l'énergie de la lumière est concentrée sur ce mode. On n'a donc pas de dispersion modale et on n'a pas du tout de limitation en débit. Et c'est pour ça que les fibres multimodes monomodes sont utilisées dans les transmissions longue distance. Alors,
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude en 2006 qui montre que quand on injecte parfaitement la lumière au centre d'une fibre multimode, ce qu'on appelle le perfect center launching, on peut augmenter largement la bande passante en faisant ça, en contrôlant finalement la dispersion modale. Si on arrive à injecter toute la lumière dans un seul mode et dans une fibre multimode, elle va se comporter finalement comme une fibre monomode. Alors c'est un petit peu différent de ce qu'on appelle l'offset launching, qui est quelque part aussi une sélection modale. Là, on ne va pas prendre le mode central, mais on va prendre un certain nombre de modes d'ordre supérieur. Et c'est la propriété qui est utilisée dans ce qu'on appelle les mode conditioning patch cords, si certains connaissent. Donc, on est aussi capable d'augmenter dans une certaine mesure la bande passante avec ce type d'injection, de launching. Mais par contre, comme vous voyez sur ce graphe, c'est bien moins important que le perfect center launching. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler justement de la manière de contrôler cette injection et de pouvoir donc, faire une conversion modale d'une fibre multimode en fibre monomode. Donc pour ce faire, il y a une technologie qui s'appelle le MPLC, Multiplane Line Light Conversion Technology. Et c'est un principe qui est dérivé de l'optique quantique et qui permet de mettre en forme la lumière et donc, à partir d'une source quelconque, de pouvoir modifier, générer, contrôler les modes de transmission optique, que ce soit dans une fibre optique, comme dans le cas dont on est en train de parler, ou également en espace libre. Et donc, comme j'expliquais auparavant, si on arrive à exciter qu'un seul mode dans une fibre multimode, elle va se comporter comme une fibre monomode et ne pas souffrir des limitations de bande passante qui ont été présentées au début. Alors, à partir de ce principe, il y a une gamme de produits qui a été développée en fonction de la distance. Donc, il y a des convertisseurs longue distance qui sont des solutions à souder et qui vont permettre d'atteindre des débits jusqu'à 100 gigabits par seconde sur fibre multimode pour des distances très longues, jusqu'à 10 km de fibre multimode. Et puis, on a aussi des convertisseurs plus courte distance qui sont là beaucoup plus faciles à installer, puisqu'on va tout simplement le connecter à la fibre existante. Et dans ce cas-là, on va pouvoir atteindre des débits jusqu'à 40 gigabits par seconde et sur des distances jusqu'à 550 mètres. Voilà. Alors, en termes d'installation, c'est très simple. On va tout simplement installer ces boîtiers au niveau des armoires réseau. Donc, je parlais d'opérations intrusives. Ici, on va pouvoir justement intervenir uniquement au niveau des cœurs de réseau et donc pas avoir besoin de se balader sur un site sensible qui peut être une base militaire ou un site gouvernemental ou n'importe quel site un peu sécurisé. Donc là, sur la partie à souder, on a un convertisseur. Ici, on va amener ces fibres directement dans le tiroir optique et puis on va les souder de manière très standard aux fibres multimode terrain. Puis dans le cas de la version connectorisée, on va l'utiliser tout simplement comme une jarretière entre la face avant du panneau de brassage et le switch. Alors, il y a un certain nombre d'avantages à utiliser cette conversion modale versus le renouvellement d'une fibre. Alors, en termes de performance dans les LAN, on est équivalent, puisqu'on peut aller, comme je disais, jusqu'à 100 gigabits par seconde. En termes de coût, selon la complexité, je dirais selon la région aussi, on va avoir un gain entre 2 et un facteur 2 et 10 sur le coût de l'infrastructure, du renouvellement de l'infrastructure. Les temps d'installation, comme vous pouvez le comprendre, c'est évidemment beaucoup plus court que d'amener des gros engins de chantier, faire des tranchées, accéder aux fourreaux, ce qui n'est d'ailleurs parfois tout simplement pas possible. On a aussi un gros avantage sur les délais de livraison en fonction des périodes, des pénuries, comme on a pu le vivre il y a quelques années. On a des délais de livraison sur certains types de fibres qui peuvent aller qui peuvent excéder 1 an parfois. Donc là, on a aussi un contrôle sur le délai. Et puis, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure en termes d'empreinte carbone. On va réduire significativement l'empreinte carbone d'un projet de rénovation, puisque pour vous donner un ordre de grandeur, alors c'est pas du tout pour faire une mauvaise pub à nos amis de Corning, mais pour fabriquer une fibre optique, on fait fondre du verre à 1500 degrés. Donc c'est énormément consommateur d'énergie.
au-delà de l'extraction des matériaux pour fabriquer une fibre. Je vous donne un ordre de grandeur, hein. 1 km de câble optique, ça dépend du câble évidemment, ça dépend de où il est fabriqué, mais c'est à peu près 1 tonne équivalent CO2. À l'inverse, en comparaison, un boîtier convertisseur, ça va être à peu près 100 fois moins, 10 kg. Puis il y a un autre élément qui est très important, c'est aujourd'hui la complexité du recyclage. Il n'y a pas de filière efficace aujourd'hui de recyclage des fibres optiques. C'est dommage, hein, parce que c'est du verre et du plastique essentiellement, mais il n'y a pas que ça. Et aujourd'hui, il n'y a pas de filière efficace. Il y a des équipes qui travaillent sur le sujet. Aujourd'hui, il n'y a pas de filière efficace. Et quand efficace, c'est rentable, hein, évidemment. Ce qui fait que les vieilles fibres optiques qu'on va enlever sur des infrastructures, quand on les a remplacées par des nouvelles fibres monomodes, elles sont tout simplement mises dans des décharges à ciel ouvert avec quelques centaines de temps de dégradation. Donc, grâce à cette conversion, en utilisant la fibre existante, finalement, on s'épargne aussi ces quantités de déchets. Alors ici, bon, c'est pour illustrer un petit peu la réduction de l'empreinte carbone, hein, c'est ce que je disais. L'empreinte carbone de la fibre optique est assez élevée, hein, et c'est lié, comme je disais, à l'extraction, la fabrication, les produits chimiques, le transport, hein, une grande partie de la filière fibre optique qui vient d'Asie. Et donc, voilà, on a une réduction assez significative de l'empreinte carbone, qui est aussi un élément important de nos jours. Et je passe sous silence la tension qu'il peut y avoir sur un certain nombre de matières premières, que ce soit liées à des dérivés d'hydrocarbures ou tout simplement les sables qui sont utilisés pour faire les fibres optiques. On arrive, comme beaucoup de matières premières, à un niveau de réserve, on va dire, pas exponentiel. Et donc, c'est aussi un paramètre à prendre en compte dans ce type de projet. Alors, cette technologie, ici, aujourd'hui, on parle des sites sensibles, donc typiquement les hôpitaux, les sites industriels sensibles, les sites militaires, les bâtiments gouvernementaux. Dès qu'on va avoir un LAN campus, c'est une technologie qui va être intéressante à partir du moment où on a de la fibre optique multimode qui a été déjà installée. Pour illustrer ça, j'ai quelques exemples à vous présenter. Donc, c'est un projet qu'on a réalisé sur une base militaire en France qui a permis d'installer 40 liens à 10 gigabits par seconde, là où ces liens étaient limités précédemment à 100 mégabits par seconde, puisque c'est des fibres qui pouvaient aller jusqu'à quasiment 2 km de distance. Et donc, c'est une installation qui s'est faite en quelques jours, pour un coût d'installation 5 fois moins cher par rapport à un redéploiement de fibres, avec une facilité assez importante et surtout un contrôle en fait des installateurs et des personnes qui sont intervenues sur ce site, qui ont dû intervenir uniquement sur les armoires réseau. Et puis, un autre exemple ici sur un site industriel, Céveso. Donc là, c'est un peu la même application. On avait des fibres qui faisaient pour certaines plusieurs kilomètres, qui étaient limitées à 100 mégabits par seconde. Et donc, sans travaux ni interruption de la ligne de production, on a pu booster le débit jusqu'à 10 gigabits par seconde sur les fibres multimodes. Alors, pour la petite histoire, ici, il y avait des fibres qui avaient été installées avant le déploiement d'une voie ferrée sur le site industriel. Et donc, accéder à ces fibres était quasiment une mission impossible. En tout cas, c'était impossible sans couper un certain nombre de machines de production. Et voilà, sur site industriel, chaque heure d'interruption de production peut coûter plusieurs centaines de milliers d'euros, donc le client était assez content. On voit aussi ici que donc c'est pour ceux qui connaissent, c'est une architecture en anneau. Il y a certaines zones où il n'y avait tout simplement pas de fibres, et donc le client a choisi d'installer sur ces fibres des tronçons de monomode, à savoir que la solution est aussi compatible avec des fibres monomode, et peut-être le boîtier peut être utilisé aussi comme convertisseur, comme média converteur. Et donc on peut avoir ici donc une infra, on va dire,
monomode avec 2 natures de fibres différentes. Et donc, ça facilite aussi la gestion du parc d'équipements actifs. Donc pour résumer un petit peu aujourd'hui le propos, l'idée c'est de transformer les multimodes en monomodes, c'est possible. Je pourrais aussi le reformuler en remplacer le câble lorsqu'on a des problématiques de bande passante n'est pas une fatalité. Il existe aujourd'hui une solution qui permet de convertir efficacement et simplement et avec un coût contrôlé des fibres multimodes existantes. Soit pour des nouvelles applications gourmandes en bande passante, ou soit aussi pour réutiliser ce qu'on appelle de la dark fiber, donc c'est-à-dire des fibres qui ne sont plus utilisées parce que justement elles étaient limitées, on a installé des nouvelles fibres monomodes, et puis ces fibres multimodes sont là, mais elles ne servent à rien. Et ben, sachez aujourd'hui que ces fibres-là peuvent être aussi utilisées pour augmenter la bande passante, augmenter le nombre d'applications gourmandes et aussi augmenter forcément le nombre d'utilisateurs. Voilà, j'ai terminé. Je pense que je suis un petit peu en avance, mais ça laisse le temps pour quelques questions s'il y en a. Je vous remercie de votre attention. Bon, bonjour à tout le monde. Alors, le titre, c'est simplement convertir de la lumière invisible, enfin, du faisceau invisible en visible. C'est la spécialité de Syntacor. Donc, en introduction, c'est un produit, enfin, c'est un design spécifique. Les questions qu'on essayait de répondre, c'était comment les ingénieurs réseau peuvent s'assurer que les lasers infrarouges de puissance, évidemment, on ne voit pas. Est-ce qu'on peut être sûr qu'ils soient bien éteints pour des raisons de sécurité? Donc là, c'est ce qu'on va essayer de résumer, de comment on est arrivé à ce développement pour un nouveau système, enfin un nouveau dispositif qui est un détecteur de sécurité laser pour avoir un contrôle de sécurité supplémentaire pour être absolument sûr qu'il n'y ait plus de faisceaux ou qu'il n'y ait plus de laser en route. Principalement suite à des incidents dans des opérations de brassage de cordon ou de maintenance ou de nettoyage des connecteurs optiques. Dans les centres de données, évidemment, vous savez tous qu'il y a au niveau des lasers dans les connexions fibre optique. Donc, il y a des dangers qui ont été identifiés depuis un certain temps. Le principal danger est sur les lasers en haute puissance. C'est un danger pour les personnes intervenantes, mais aussi pour les armoires réseau, pour tout l'équipement autour. Il y a évidemment du très haut débit, de la communication, donc en 1550 nanomètres. Et donc, il y a, à cause de cette fréquence, il y a des gros risques de blessures ou de dégâts. Alors, il y a des systèmes en place pour les opérateurs qui vérifient si les lasers sont en place ou pas, mais ils ne sont pas infaillibles et donc on travaille là-dessus. Ces longueurs d'onde sont invisibles à l'œil humain, donc la détection est difficile. Et malgré les procédures strictes, le risque demeure d'exposition à un rayonnement de laser haute puissance pendant la maintenance, pendant le brassage, et aussi en dehors des personnes. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour les armoires réseau, ça peut faire de gros dégâts. Donc les moyens de sûreté existants sont bien sûr les procédures de contrôle de sécurité, les détecteurs de laser électronique, et puis les cartes de détection infrarouge typiques que vous trouvez partout, on va dire, même certains dans des distributeurs. Bon, après, il y a toujours des failles suivant, surtout en haute puissance. Donc, les procédures opérationnelles standards
c'est une évaluation des risques, des protocoles de formation pour les activités humaines sécurisées. Maintenant, il faut que l'information soit toujours mise à jour et que les protocoles soient bien respectés. Et il faut aussi insister sur la nécessité d'environnement d'exploitation sûr avec la fourniture d'outils adaptés. Alors, il y en a, comme on a dit avant, les détecteurs laser électroniques, la plupart des intervenants en ont, et les cartes de détection laser en ont, mais on pense, suite à certains événements, qu'il fallait un autre système moins faillible. Donc, pour améliorer une procédure opérationnelle, on pense qu'il faut ajouter une étape de détection pour être sûr qu'il y a une désactivation du laser au moment du retrait de la fibre des certains boîtiers qu'on a vus dans la présentation d'avant. Donc ça permet surtout d'avoir une confirmation de la présence du laser haute puissance, une confirmation positive ou une confirmation négative, et d'être sûr. Donc, qu'il n'y ait pas d'autres éléments par rapport à une bande qui ne serait pas adaptée ou par rapport à un matériel qui ne répondrait pas ou qui détecterait une autre bande. C'est là-dessus qu'on a travaillé. Donc, dans les éléments de détection, la plupart, c'est le détecteur de laser électronique. Je pense que tous les ingénieurs réseau en ont pour la maintenance. Ils sont disponibles très largement et ils fonctionnent en courbant la fibre optique pour surveiller tous les rayonnements émis. L'inconvénient, c'est que c'est des appareils électroniques, donc évidemment, ils ont une sensibilité aux conditions environnementales. C'est pas non plus donné, et c'est pas l'idéal non plus pour le transport, puisqu'il faut une connexion, en termes d'énergie. Et puis, il faut savoir l'utiliser, puisque ça va couvrir une bande très large, ou toutes les bandes en fait. Donc, il faut vraiment une éducation élevée pour l'utiliser d'une manière appropriée. L'autre inconvénient aussi, c'est que ça fonctionne principalement sur des petits faisceaux de fibres. Donc là, ça limite la détection. Et comme je disais, il détecte sur toutes les bandes, donc ça va détecter la faible puissance, la haute puissance, qui peut entraîner des faux positifs ou des faux négatifs. Alors ça, c'est les cartes de détection laser en infrarouge. Je pense que tout le monde les connaît. Ça, c'est pratique, c'est disponible, c'est facile à transporter, c'est utilisable en extérieur. Il n'y a pas besoin de pile ou de connexion secteur. Et donc, vous pouvez l'utiliser aussi sur des grands faisceaux. Bon, par contre, il n'y a pas de différenciation au niveau du spectre lumineux. Donc, une nouvelle fois, ça va détecter en petite puissance et en haute puissance. Et après, la plupart de ces cartes, enfin toutes ces cartes en fait, sont basées sur une structure en plastique qui n'est pas vraiment adaptée pour les lasers haute puissance. Et donc, la durée de vie des cartes est aussi limitée. Donc, les exigences au niveau des outils de sécurité, il faut tout d'abord une résistance au rayonnement laser et aux variations de température pour qu'on ait un résultat fiable. Il faut des matériaux plastiques qui soient appropriés par la puissance du laser pour que ça puisse une durabilité, qu'il n'y ait pas de réflexion. Et donc, dans les matériaux plus adaptés, le verre et la céramique sont évidemment plus durables.
Donc ça, c'est les contraintes au niveau de la construction des matériaux pour ce qu'on a développé, pour essayer d'être très concentré sur la bande et d'avoir une durabilité qui fonctionne. Après, principal danger pour l'humain, c'est l'œil, évidemment, puisqu'on ne voit pas le faisceau. Donc, les réflexions directes ou indirectes devaient être, on va dire, contrôlées sur le système. Et donc, il n'y ait pas de réflexion sur la zone de contrôle, sur la zone non opérationnelle, mais aussi évidemment sur la zone opérationnelle. Et donc, la réflexion doit réduire considérablement la puissance du laser par absorption ou diffusion. Donc ça, c'était nos contraintes ou demandes par rapport à la situation. Ouais. Je ne sais plus sur quel... Okay. Excusez-moi, j'ai un peu perdu mes pages. Ah, voilà. Pardon. Donc, on continue sur les exigences par rapport aux outils de sécurité. Les conditions de fonctionnement sont très variées, puisqu'évidemment, les centres de données sont installés partout. Donc, il y a des grandes variations au niveau des températures opérationnelles, qu'elles soient intérieures ou extérieures. En intérieur, on voit que ça monte jusqu'à 70 degrés à l'arrière des armoires. Il y a des grandes variances de température en entrée et en sortie. Donc, les systèmes doivent fonctionner aussi de manière fiable pour la température, mais aussi pour l'humidité, et doivent être facilement nettoyés pour avoir une bonne visibilité au niveau des lasers et de la réponse surtout. Donc après, pour les matériaux de fabrication, on a certaines considérations comme minimiser l'impact environnemental et la durée de vie du produit. Comme je disais, sur la résistance aux variations de température entre le stockage et l'utilisation, évidemment, surtout si c'est stocké sur place et non pas avec les ingénieurs. Et sur les conditions environnementales spécifiques au centre de données, puisqu'en intérieur, on est normalement à 22 degrés, mais comme je disais, sur l'arrière des équipements, on peut monter jusqu'à 70 degrés. Et sur les chambres fortes extérieures, on va descendre jusqu'à moins 14. Il y avait aussi besoin d'une résistance à la condensation. Encore une fois, c'est pour la fiabilité de la réponse de la fenêtre active. Donc, pour continuer là-dessus, il y avait des contraintes aussi par rapport à la puissance laser. La puissance varie en fonction des canaux, de la modulation, de l'amplification. 4 valeurs de puissance maximum calculées. Donc, la POP Raman, la diode laser au silicium à 30 dBm, 1 watt. Puissance combinée de 100 canaux de DMETA pilotés par diode laser. Puissance combinée des mêmes canaux amplifiés. Donc ça, c'est pareil. Amplificateur optique à semi-conducteur amplifiant les canaux. Donc, il y avait vraiment les 4 valeurs qui étaient importantes pour nous. Dans la densité de puissance, donc la puissance maximale calculée à une distance minimale de 2 cm de la fibre au détecteur. Donc là, on n'a pas besoin non plus, c'est juste quand on les branche. Et donc, l'outil, nous, il fallait qu'on soit résistant à la puissance maximale. Donc, il fallait qu'on travaille sur les lasers en bande C
et jusqu'en bande L, au-dessus de 1530 nanomètres. Et on ne devait pas émettre sur les lasers de bande OE ou S. Donc ça, c'était par rapport à la différence sur ou bien les cartes de détection laser ou bien les détecteurs électroniques qui vont détecter toutes les bandes. Le développement de notre baguette était basé sur des fréquences spécifiques. Donc aussi, il y avait ce qu'on disait plus tôt, c'est que sur la zone de détection, on devait être capable aussi de couvrir des faisceaux de grande taille. Et la surface de détection doit être légèrement supérieure au diamètre actuel des câbles, évidemment. On avait aussi des contraintes de portabilité, je ne sais pas si c'est très français, portabilité, mais donc, si vous voulez, que ça soit facile, que ça soit accessible par les ingénieurs, que ça soit un outil permanent qui puisse être disponible à portée de main dès qu'il y a un câble de fibre optique de débrancher sur la haute puissance. Et en termes de coût, que ça soit un coût raisonnable pour que ça puisse avoir une utilisation généralisée et encore une bonne accessibilité, donc que ça soit un outil qui fasse partie des éléments essentiels pour la maintenance et les ingénieurs. Donc, ce détecteur portatif que nous avons développé, comme vous voyez, c'est une simple baguette. Donc, c'est spécifiquement en design pour du 1400 à 1600 nanomètres, donc sur la haute puissance. En termes de concept, c'est un boîtier en plastique en mat pour qu'il n'y ait pas de réflexion sur le boîtier en lui-même. Sur la partie de détection, on a du verre, encore une fois, qui permet d'avoir une durée de vie très importante, avec la conception en acrylique pour que ça soit aussi résistant. Il y avait certains éléments de transport par rapport aux autres outils, donc c'est un produit qui est très durable. Et la partie vert, ça permet d'avoir un nettoyage assez facile. Donc sur la zone de détection, ça va fonctionner sur des faisceaux de fibres jusqu'à 34 mm, donc en grande taille. Et comme c'est limité en bande, ça permet d'éviter un signal sur des lasers de faible puissance. Ça va uniquement fonctionner sur les 1460 à 1600 nanomètres. Donc, c'est le principal chose, c'est évidemment pour la protection humaine et oculaire. Donc, c'est être sûr qu'il n'y ait aucun reflet. Donc, toutes les parties de la baguette sont traitées avec des matériaux qui ne se reflètent pas. Et comme une fois, ça va simplement répondre aux ondes supérieures à 1400 nanomètres, donc les bandes C, L et U. Et donc, après, ça peut être porté en bandoulière. Donc, c'est tout de suite disponible, quelles que soient les opérations, pour être sûr qu'il n'y ait pas que le laser soit bien éteint. Donc, pour résumer, en fait, ce développement était lié à plusieurs incidents sur des centres de données où il y a eu ou bien des réflexions ou bien sur de la haute puissance qui a été débranchée et pour les systèmes de sécurité actuels ne répondaient pas ou ont donné des faux négatifs. Il y a eu
des dommages personnels et des dommages sur de l'équipement. Donc, cette baguette permet d'avoir un dernier check, une dernière vérification que c'est bien éteint, spécifiquement pour les lasers, on va dire, susceptibles haute puissance et susceptibles de faire des dégâts. Elle vient avec une pochette et ça se porte autour du cou, donc c'est disponible rapidement. Voilà, je pense que c'était la majeure partie de la présentation. Très bien, bonjour à tous. J'ai l'honneur de terminer l'ensemble de ces sessions. Et merci à tous. Merci à Nadia et à Bixi pour l'invitation et notamment pour l'association Apollane. Je vais la terminer. J'ai normalement la présentation la plus courte. Je vais essayer de faire concis. N'hésitez pas à poser des questions, bien sûr, à la fin sur ce qu'est aujourd'hui le Passive Optical LAN. Donc, il y a des gens qui en ont entendu parler certainement. Et pourquoi sur les sites sensibles. Je vais essayer aussi de vous sensibiliser sur ce sujet. Alors, une autre stratégie, le Passive Optical LAN, aujourd'hui appelé plutôt le Optical LAN, est une infrastructure de demain disponible aujourd'hui. C'est quelque chose qui existe depuis quelque temps. Ce n'est pas une nouvelle technologie, mais c'est une technologie émergente qui est émergente et qui se déploie surtout sur les continents, plutôt continents nord-américains et asiatiques. Un petit peu moins en Europe, mais ça vient. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais faire cette présentation, essayer de convaincre d'y aller un peu plus. C'est une architecture qui est passive et qui a beaucoup de gains en termes d'écologie, d'économie. Alors, qu'est-ce que l'Optical LAN? En quelques mots, vous allez voir lors de cette présentation, je vais pas mal me répéter. Il y a des mots clés que vous allez entendre, les mots passifs, fibre optique, simplicité d'architecture, économie, dernier kilomètre, distance, bande passante, sont les mots qui vont être répétitifs, certainement, parce que c'est la sensibilisation que je veux faire apparaître. Qu'est-ce que le OLAN? Le OLAN, c'est un système de réseau local qui utilise les particularités, la lumière notamment, pour transporter les signaux de données à travers la fibre optique. Alors, à contrario, le LAN classique sont plutôt basés sur du cuivre, et ce cuivre nécessite des infrastructures souvent complexes, comprenant des commutateurs, des routeurs, des éléments actifs. Le Passive Optical LAN repose, lui, sur une architecture passive et qui élimine justement ces besoins d'alimentation, d'actifs sur les distributions. Alors, pour être aujourd'hui, pourquoi le Optical LAN? Je vais rester un peu plus longtemps sur ce slide. Il y en a plein d'autres après, mais ils vont être un peu plus rapides. Celui-là, pourquoi? Parce que c'est les gains. On va parler de gains, de réduction de coûts, d'économie et d'écologie, technologie verte. Alors, des réductions de coûts de CAPEX, 40 à 60%, je ne rentre pas trop sur ce chiffre, on en reparlera un petit peu après. D'OPEX de 50 à 75, pareil. Je vais quand même vous les détailler. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut certainement justifier, et c'est prouvé par plein de use cases que nous avons, que la réduction des coûts de câblage, par exemple, qui sont utilisés par le OLAN, nécessite moins de câblage que du cuivre traditionnel pour couvrir les mêmes distances, les mêmes besoins. Des équipements qui sont aussi actifs. On minimise l'utilisation des équipements actifs tels que les commutateurs, les routeurs, et plutôt pour opter sur une architecture passive. Économie d'espace aussi, d'espace physique, puisque en utilisant moins d'éléments actifs le long de la distribution, on réduit donc les espaces, le nombre de racks et les locaux techniques qui sont nécessaires. Réduction des coûts aussi de maintenance, puisqu'il y a moins de points de défaillance, puisqu'il est centralisé sur un seul local. L'OPEX, parce qu'on va parler d'énergie, l'efficacité d'énergétique, justement, en minimisant tous ces actifs qui sont répandus sur ce réseau de distribution, eh bien, il est concentré. Le pôle réduit la consommation d'énergie d'une manière assez drastique. Notamment aussi, je reviens sur la maintenance. Je parlais de la maintenance des outils, des équipements, mais aussi la maintenance concernant les personnes. C'est-à-dire que la personne, il y en a moins besoin puisqu'ils sont centralisés sur un seul lieu. La longévité des composants,
rien à attendre que des composants qui sont alimentés électriquement ont une vie qui dure moins que des éléments passifs, et des sécurités accrues, comme par exemple, on va voir ici, et c'est pour ça que c'est sensible aussi à ces sites sur l'élimination de matériaux inflammables, donc des antifeux. Il y a des cuivres aujourd'hui qui sont assez dédiés là-dessus, mais contrairement au cuivre, les fibres optiques, elles, ne sont pas inflammables. Les risques électriques, eux, sont diminués puisqu'il y a moins d'éléments actifs et ce sont des éléments passifs qui sont associés. Des sécurisations aussi utilisées par le peuple sont difficiles à intercepter parce que ce sont des signaux électriques et qui sont moins sensibles. Et les signaux, eux, optiques sont aussi moins sensibles aux interférences électromagnétiques. Donc l'ensemble de ces points sont assez importants écologiquement, économiquement. Il faut dire que le HOLAN est une technologie qui a le mérite d'amener énormément de gains. La structure normale d'un HOLAN, elle est schématisée de cette façon-là. Vous la verrez dans l'ensemble des présentations, quand on parle de passive optique HOLAN. On va parler d'OLT, c'est-à-dire un point de contrôle central. Ce point central, c'est celui qui est responsable de la gestion du trafic optique, de convertir les signaux électriques en signaux optiques et de l'agrégation de l'ensemble de la partie active du réseau. Optical splitters, ce sont tous les répartiteurs optiques qui, eux, sont passifs. Donc, on voit qu'entre les OLT et l'ONT, toute cette partie passive, c'est celle qui constitue justement le cœur central, enfin, le cœur justement de la technologie et qui utilise des fibres optiques de type monomode. Petite parenthèse par rapport à la présentation que vous avez vue de Jean-Philippe tout à l'heure, une infrastructure qui peut être ancienne peut aussi bénéficier de cette technologie avec des fibres multimodes en associant la technologie dont il parlait tout à l'heure. Et la partie aussi active qui fait la fin, qui sont les terminaux optiques, les ONT, qui veut dire Optical Network Terminals, qui sont des convertisseurs signaux optiques qui les donnent en numérique pour l'ensemble des appareils qui sont associés à cela, comme les IT, les iPods, les iPhones, tout ce que l'on veut, le web, les Wi-Fi et autres. Donc ça, c'est la techno telle qu'elle est représentée. Une autre façon de la présenter, un peu plus technique cette fois, c'est la même chose, mais avec une agrégation, c'est-à-dire qu'on va parler d'OLT, donc on voit un peu plus ce que c'est, mais les signaux qui sont transmis par une simple monomode précédemment transforment des longueurs d'onde. Ce sont ces longueurs d'onde qui, à travers un câble ou des splitters, transmettent les communications. Donc on utilise différentes longueurs d'onde, les longueurs d'onde classiques à 1310 qui sont des longueurs d'onde assez courtes, à faible atténuation, qui sont pour des niveaux de bande passante relativement faibles, entre parenthèses du 1 giga, donc ce qu'on va appeler le PON ou GPON, des longueurs d'onde de 1490 qui sont utilisées pour des réseaux notamment FTTX, et celles qui sont à 1550, qui sont pour des distances plus longues. Et cette techno permet d'aller à des distances qui vont jusqu'à 20 km à des débits relativement importants. Donc, on va parler de notions de PON, GPON, XGPON, XS-GPON. Donc, c'est une architecture passive évolutive. J'y viens juste après. Évolutive. La comparaison, ce que l'on fait souvent entre à gauche un LAN classique et à droite le passive optique LAN ou le HOLAN, c'est souvent ce qui compare ces deux technologies avec d'une part énormément d'équipements actifs que l'on voit en bleu, qui sont répartis sur différents locaux, d'accord, alors que le passive optique LAN, c'est une seule ligne d'optique qui va à travers la fibre. Donc, on voit entre ces deux points, déjà, d'un point de vue humain, main-d'œuvre, qu'une seule personne peut gérer l'ensemble de la maintenance et l'ensemble de l'agrégation, alors que sur le système de LAN classique, plusieurs personnes sont, suivant les tailles de campus, nécessaires à cette gestion. Je vais parler maintenant d'évolutivité en termes d'agrégation, mais aussi en termes d'infrastructure, c'est-à-dire que le Building 2, on peut imaginer qu'on voit la partie de l'OLT et que l'ensemble du passive optique LAN, de l'ensemble du réseau passif a été géré sur ce building. Si vous construisez, vous avez un autre building, il y a une autre construction qui se fait à côté, eh bien, on voit une économie assez certaine de tirer de la fibre ou d'utiliser de la fibre existante, peu importe, mais la fibre optique
elle est juste à tirer sur un point pour la mener sur les splitters qui répartissent l'ensemble de la communication sur les ONT derrière. Donc, c'est une infra très facilement évolutive en termes d'infra hardware, mais aussi en termes d'infra software. Pardon, je vais venir ici. Je vais revenir sur mes fameuses longueurs d'onde parce qu'en termes de soft, pour passer d'un besoin d'1 giga à 10 gigas à plus, sur le 10 GPON, on réutilise les longueurs d'onde qui sont ici, par exemple, à 4,90 ou 15,50, pardon. Ça peut aussi évoluer en du 40 gigas, juste en faisant évoluer la partie soft, active, transceiver qui sont dans l'OLT, uniquement là-dessus. Donc, pas besoin de changer l'infrastructure hardware en elle-même. Tout se passe au niveau de l'agrégation de l'OLT. Ces explications, pour vous dire que, rappelez-vous, l'un des premiers slides que je vous ai montré, on parlait de CAPEX, OPEX, et logiquement, les gains en coût, en économie. En fait, ils sont schématisés ici par les différentes tailles de campus. Donc, on a parlé de 40 à 50%, voire plus tout à l'heure. En fonction, plus votre projet, plus les buildings, plus la taille de votre projet est important, plus le gain sera aussi important en termes de composants, en termes de maintenance, en termes de main-d'œuvre. Et vous voyez qu'on passe de 40, 55%, 56% suivant la taille du campus que vous voulez avoir. Vous la comprenez, j'espère, un petit peu mieux aujourd'hui. Point de vue écologique, je reviens sur le slide du départ, eh bien, il y a un réel intérêt à appliquer en termes de bilan carbone cette solution, puisqu'il y a nettement moins de câbles à utiliser. Donc, il y a une réduction des besoins en énergie qui est estimée entre 40 et 60% dans le temps. Une réduction aussi en énergie, notamment sur le besoin de refroidir les équipements actifs en ventilation, climatisation, d'autant plus si c'est dans différents espaces techniques. Réduction des matériaux qui sont non renouvelables, réduction des espaces au sol, puisqu'il n'y a plus qu'un seul point central de gestion, et réduction des risques d'incendie, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, l'association Apollane aujourd'hui a l'objet de pouvoir présenter et développer cette solution partout dans le monde. On est essentiellement, que je vous l'ai dit tout à l'heure, en Amérique du Nord, ça se déploie de plus en plus. Donc, les cas d'usage que nous avons en majorité sont là-bas. Le K-12, c'est l'éducation. Le K-12, ce sont des écoles primaires aux 12 ans qui utilisent cette technologie justement sur des gros marchés, des gros campus, parce que c'est une écologie, enfin, c'est une solution économique. La partie secondaire, université, beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'espace et la fibre optique permet d'avoir des bandes passantes qui sont largement supérieures aux autres. Nous avons des cas d'usage aussi que vous pourrez voir sur la partie médicale, notamment pour les résidences âgées, mais aussi sur les soins intensifs. Nous avons de la présentation de cas d'usage aux États-Unis sur tout ce qui est les sujets que je considérais comme sites sensibles, comme les banques, les sujets financiers et financiers et industriels. Donc, ces sujets-là sont partout et utilisent cette technologie. Il y a aussi d'autres cas d'usage qui sont pour les parties fédérales au gouvernement, les collectivités locales, qui sont non seulement sur les sites industriels, mais cette technologie peut être appliquée aussi sur des moyens de défense que nous avons, par exemple, sur les moyens des battleships qui sont représentés ici. Voilà, donc l'association Apollane, pour faire assez vite, c'est une association de différentes entreprises qui sont là pour vous présenter ces solutions. Devenez membre, c'est avoir accès à toute une base de données qui vous en expliquera plus avec ces grosses sociétés comme Corning, Nokia, que vous avez entendu tout à l'heure, Corning du moins, Alcom, Kipsys, DZS, Telabs et autres. C'est une congrégation qui vous permet d'accéder aussi à pas mal de documentation, à pouvoir valoriser cette technologie qui me semble assez importante aujourd'hui pour l'avenir et les jours à venir, des années à venir, notamment en Europe.